Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommaire de ce magazine. La principale nouvelle de ce magazine nous vient du continent où, pour la première fois depuis l'ouverture du procès de M. Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale, un témoin à charge est venu à la barre du tribunal. Le chef de guerre congolais est accusé de 18 chefs d'accusation pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Ituri en 2002 et 2003. Avant que l'audition du témoin ne démarre, le barreau, le bureau du procureur et l'équipe de défense se sont opposés sur des supposés contacts illégaux avec les témoins. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous débattons sur le thème de l'échec scolaire. Pour nous éclairer sur cette question, nous sommes avec Madame Marie Duru-Bella. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Paris et chercheur à l'Observatoire sociologique du changement. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, tous les moyens sont à disposition pour que les jeunes puissent évoluer avec une grande aisance dans les enseignements, mais aujourd'hui, on constate toujours beaucoup de jeunes en échec scolaire. Les jeunes, je ne suis pas sûre qu'il y ait tous les moyens d'ailleurs, mais ça on y reviendra peut-être. Les jeunes arrivent à l'école, les jeunes Français rentrent à l'école tout petits, vers 3-4 ans, mais dès cet âge-là, il y a des inégalités entre les outils dont ils disposent, que ce soit le langage, le fait de se repérer à droite, à gauche, etc. Tout ce qui va être très utile pour apprendre à lire est déjà inégal parce qu'ils grandissent dans des environnements qui ont plus ou moins de ressources. Et donc ça va être une première source de difficulté, même si après ils rentrent tous à l'école maternelle. Alors vous pensez que dans les 10 prochaines années, on pourra améliorer tout cela et être un peu, sans comparaison et par raison, peut-être comme en Finlande, qui est le modèle qui est mis en avant de partout aujourd'hui? Oui, je ne sais pas. Alors, la question des modèles est quand même assez discutable parce que les jeunes Finlandais, on dit c'est le modèle parce qu'à 15 ans, ils ont des bonnes performances, etc. Mais si on regarde ce qu'ils deviennent dans la vie, les jeunes Finlandais, ils ont par exemple un taux de suicide très élevé. Donc, vous savez, il faut se méfier des comparaisons. Ça dépend des indicateurs qu'on prend. Donc ça, c'est un peu une parenthèse sur le modèle finlandais. Bon, savoir si on peut changer les choses très rapidement, ça dépend beaucoup de l'évolution des conditions de vie des familles. Or, comme vous le savez, en France, il y a de plus en plus ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, des gens qui ont un travail précaire ou qui n'en ont pas du tout. Il y a aussi ces gens qui arrivent de l'étranger qui ont du mal à s'insérer. Tant qu'il y a des familles en difficulté, ça va être très difficile d'améliorer vraiment la situation. Tout ne dépend pas de l'école. Beaucoup de choses dépendent des familles elles-mêmes, de leurs conditions de vie. Bien, alors pour vous permettre de bien vous installer dans cette radio tropicale, on vous propose cette brève ponctuation musicale. Hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palava. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. Togo, Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta.
better, yo. If you dey dance am easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey, people with kalaka. Hey, and Nandi walanya. Hey, Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey, oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah, 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 yeah. One Sara Sara le, oh Sara Sara le, make you dance, yeah, 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 yeah. Oh Sara Sara le, mama Africa, Sara Sara le, make you dance, yeah, yeah, yeah. Hey, my name is Profo Sara Sara le, fly from mama Sara Sara le, make you dance, yeah, yeah, yeah. Ukona Sara Sara le, ndi bonine Sara Sara le, make you dance, yeah, 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 yeah. Merci donc au groupe Braquet dans le titre Mama Africa qui a permis à notre invité de bien s'installer, à vous autres auditeurs de prendre donc place dans ce bateau qui va nous transporter dans l'univers de Tam Tam Tropical. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique, sa diaspora. Soyez les bienvenus. Pour ceux et celles qui prennent le train en marche, que maintenant, ce soir, nous sommes avec Marie Duru-Bella. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bien, c'est vrai que ces sonorités, dites-moi sincèrement, est-ce que vous connaissez ces sonorités dans votre quotidien? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que ces sonorités qu'on vient de vous proposer, vous les écoutez au quotidien, habituellement? Non, mais je n'écoute pas de musique au quotidien du tout, parce que je n'ai pas trop le temps, donc... D'accord. Bien, très bien. Donc, on a vous a permis de vous égayer, et nous allons prendre 2 ou 3 nouvelles en provenance de l'Afrique, et on revient vers vous dans quelques instants. D'accord. En RDC, le premier témoin contre Ntaganda dépose devant la CPI. Le premier témoin à charge dans le procès de l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, accusé des crimes contre l'humanité, a commencé à déposer ce mardi, assurant que les rebelles étaient venus, je cite, faire la guerre dans son village, caché à la vue du public et la voix déformée dans le cadre de mesures de protection. Le témoin anonyme s'exprimait lentement dans sa langue natale, qui est le Kiswahili, souvent effrayé de dévoiler les informations qui permettraient de l'identifier. Il a raconté au juge comment les rebelles de l'Union des Patriotes Congolais, UPC, étaient venus faire la guerre dans son village de Mongbagoulou et en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Nous entrons directement dans la deuxième partie de ce magazine dans le cadre de notre débat radiophonique. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot.
pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Le décor est donc implanté dans le cadre de notre débat radiophonique de ce mois dont nous réfléchissons sur l'échec scolaire, le décrochage scolaire des fils et filles d'immigrants en France et aussi sur l'échec scolaire de manière générale en France. Donc, pour implanter le décor, nous sommes aussi avec notre consultant qui est Tiki Henry. Bonsoir Tiki Henry. Bonsoir Juvenal et bonsoir aux auditeurs de Radio Pluriel. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec Madame Marie Duru-Bella qui nous éclairera sur les méandres et les subtilités de cette difficulté. Alors, pour vous, comment pouvez-vous définir aujourd'hui l'éducation en tant que psychologue clinicien? Juvenal, le moins ce que je puisse dire, c'est que le terme éducation est une notion très complexe. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'éducation est étymologiquement l'action de guider hors d'eux, c'est-à-dire développer, faire produire. Il signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés physiques, psychiques et intellectuelles. D'ailleurs, chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif, avec effectivement un rôle traditionnellement dévolu aux parents. Donc, il y a aussi une intervention de plus en plus croissante des États. Donc, on peut aussi considérer l'éducation comme un élément important du développement des personnes. D'où d'ailleurs, actuellement, le développement du droit à l'éducation. Donc, un système éducatif performant est donc un avantage majeur. Inversement, quand on est privé d'éducation, effectivement, cela est considéré comme un handicap lourd. Donc, le mot éducation est directement issu du latin educatio, du même sens, lui-même dérivé de ex-ducere, ce qui signifie conduire, guider, commander, donc faire se développer un être vivant. Or, enseigner, c'est transmettre à la génération future un ensemble de connaissances faisant partie d'une culture commune. Il est souvent difficile de confondre enseignement et éducation, parce que le terme éducation, à beaucoup plus général, correspond à la formation globale d'un individu à divers niveaux, au niveau religieux, au niveau moral, social et technique. Or, le terme enseignement, de son côté, se réfère plutôt à une éducation bien précise. Voyez-vous, Juvenal, c'est la transmission de connaissances à l'aide d'un certain nombre de signes. Donc, enseigner, c'est éduquer, mais éduquer n'est pas forcément enseigner. Et il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants et de l'enseignant de les instruire. Alors, Tiki Henry, je vous coupe, mais à vous entendre, l'éducation se limiterait-elle à l'instruction stricto sensus? Ce qu'on peut dire, Juvenal, c'est que on ne peut pas considérer que l'éducation se limite à l'instruction stricto sensus, parce que l'instruction est relative seulement au pur savoir et savoir-faire, savoir se débrouiller dans un contexte social et technique. Et cette éducation, par contre, permettra à l'enfant de développer une vie personnelle, de gérer un citoyen dans un monde global. Donc, en pratique, l'éducation et l'instruction sont deux termes totalement différents. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut situer les différents échecs à plusieurs niveaux. Il y a des intervenants dans le développement de l'enfant, il y a le système éducatif, il y a les parents, il y a le corps enseignant et il y a un paramètre qu'on n'évoque pas souvent, le groupe dans lequel se réfère l'élève, se réfèrent nos enfants. À ce niveau, on peut chercher les différents blocages qu'on va retrouver par rapport aux échecs scolaires. On doit se poser 1000 questions. Est-ce que l'éducation a choisi les bons programmes? Est-ce que le système éducatif correspond aux gamins? Par rapport aux parents, est-ce que les parents ont suffisamment l'équilibre qu'il faut pour éduquer les enfants et pour permettre aux enfants d'adopter le système scolaire? Au niveau des enseignants, est-ce que les enseignants ont la méthode qu'il faut? Et maintenant, l'élève qui est le récepteur, qui est la cible de tout ce processus, est-ce que lui-même se réfère au groupe
aux professeurs ou aux parents. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des différents blocages qui peuvent intervenir sur les enfants. Rebonsoir Marie Rubella. Oui, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui en France, avec ce que nous avons comme outil, comme moyen, après cette présentation de Tiki Henry, pensez-vous que la difficulté peut être cernée et d'arriver à un niveau où nos jeunes prendraient plaisir même à s'instruire? Le problème en France, c'est que les diplômes ont un poids très très important. Aujourd'hui, pour trouver un travail, c'est une banalité de le dire, mais il faut un diplôme. Donc, comme le diplôme débouche sur un emploi et que l'emploi est assez rare, il y a un fort taux de chômage chez les jeunes, ceci entraîne une tension à l'école et une anxiété des parents qui, d'une certaine manière, pervertit l'éducation que les enfants devraient y trouver, dont ils devraient bénéficier. Les parents sont tellement anxieux qu'ils vont devenir très utilitaristes. Ils vont faire à leur enfant telle matière parce qu'ils seront dans une meilleure classe et qu'ainsi ils seront mieux placés dans cette course aux emplois. Les élèves eux-mêmes deviennent très utilitaristes. Quand ça ne sert à rien, comme ils le disent, ils vont moins travailler les matières qui leur paraissent inutiles. Donc je pense que, je disais tout à l'heure que tout dépendait de l'évolution des conditions de vie des familles. Eh bien, il y a une deuxième source de problèmes qui pèsent beaucoup sur l'école, c'est la situation du marché du travail et cette crispation que ça entraîne dans les classes. Marie Rubella, mais moi je suis un peu en difficulté face au système scolaire de manière générale aujourd'hui, en ce sens que on a un réel sentiment que les jeunes, même s'il y en a qui vont à l'école volontiers, il y a une bonne partie qui, à un moment, semble vraiment être mal à l'aise avec les enseignements qui sont dispensés aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ça dépend toujours ce qu'on regarde. C'est comme une bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Je pense que beaucoup de jeunes utilisent le système. Alors, peut-être en traînant les pieds, peut-être pas très heureux d'y aller, mais ils utilisent le système pour se placer. Il y a des filières dans notre pays qui ont des débouchés fantastiques, où on gagne très bien sa vie, on n'a pas de problème. Donc ceux-là, est-ce qu'ils ont été heureux ou pas heureux pendant leur scolarité, à la limite, ils vont vite l'oublier si à la clé, il y a un emploi intéressant. Par contre, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de jeunes qui se sentent éliminés justement de ces perspectives intéressantes. Ils ont l'impression qu'on va les canaliser dans des filières où il n'y a pas de débouchés. Donc il y a effectivement beaucoup de jeunes qui souffrent. L'échec est nécessaire dans notre système parce qu'on a un système qui veut sélectionner pour des emplois. On veut sélectionner, donc il y aura des gagnants et des perdants. Et donc il y a effectivement beaucoup de perdants. Ça découle largement de cette importance des diplômes. Si les diplômes ne servaient à rien, on pourrait aller à l'école pour apprendre des choses qu'on aimerait apprendre. Mais là, la question ne se pose pas du tout comme ça à l'heure actuelle. On veut apprendre des choses utiles pour trouver un emploi. Ça, je pense que c'est vraiment à la racine de beaucoup de problèmes et de malaises dans les écoles françaises. Tiki Henry, oui, allô? Il est clair que beaucoup de jeunes, comme je le disais tout à l'heure à Madame Marie Rubella, que semblent mal à l'aise face au contenu même des enseignements qui sont dispensés, au point de ne pas vouloir aller à l'école avec plaisir, avec joie. Est-ce qu'il y aurait autre chose que le contenu des enseignements en tant que psychologue clinicien? Oui, vous savez, j'ai dit dans mon propos liminaire que éduquer, c'est guider, conduire. Donc, il faut savoir que, en tant que psychologue, je m'attelle plus à la réalité d'un individu. Donc, les élèves que nous avons aujourd'hui sont des personnes qu'il faut orienter vers une réalité qui n'est pas la leur. Donc, il faut déjà poser la question de savoir si ce jeune va s'accorder avec le système qu'on est en train de lui imposer, qu'on est en train de lui montrer. D'où la question fondamentale de la méthode, du choix de ce qu'on doit lui enseigner. Voilà pourquoi, effectivement, dans certains lieux d'enseignement, dans certains établissements, les jeunes sont réfractaires à l'enseignement parce que cela ne convient pas à leur vision globale de la société, à leur vision de la personnalité. Les questions qu'il faut se poser, c'est de savoir en quoi ou à quoi se réfèrent ces jeunes. Est-ce au groupe? À quel niveau se situe le chèque? Est-ce la démission des parents qui, pour certains, eux-mêmes sont réfractaires au système scolaire? Eux-mêmes auraient-ils été en situation d'échec? Donc, autant de questions
question qui demande à réfléchir. Marine Zurubela, moi je m'intéresse beaucoup davantage en fait au contenu même de ce qui est le système scolaire français aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a des choses à améliorer ou à changer complètement? Ça, c'est une très vaste question. C'est une très vaste question. Il y a beaucoup de choses. Et je profite que je suis à votre antenne pour parler du livre que je viens de publier avec François Dubé, qui s'appelle justement 10 propositions pour changer d'école. Lesquelles? Changer vraiment d'école. Et donc, dans ces propositions, je ne vais pas bien sûr les réciter tout parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a... Les grandes lignes tout au moins. Pardon? Les grandes lignes. C'est le point de départ. C'est en fait votre question, c'est quels jeunes veut-on former? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Et je trouve que là, on n'a pas chez les politiques de réflexion sur les qualités qu'on veut développer, l'équilibre entre les disciplines et les compétences. Pour le moment, ce qui est très pratique dans les pays de l'OCDE, c'est ces enquêtes internationales qui comparent les acquis des jeunes à 15 ans. Point. Mais les acquis des jeunes à 15 ans, on a par exemple les jeunes coréens qui ont un très bon niveau à 15 ans, mais qui sont très malheureux. On a plein d'enquêtes qui nous disent qu'ils sont très malheureux à l'école. Mais ils ont des super performances. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est-à-dire qu'il faut partir du jeune qu'on veut. Et je pense que ces enquêtes peuvent nous induire en erreur, justement en survalorisant les performances au détriment du bien-être ou de la psychologie du jeune, comme le disait votre intervenant. Donc, il faut partir de cette question. Cette question, elle doit être débattue démocratiquement. C'est pas aux enseignants à dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est un des défauts qu'on a dans notre pays. C'est que très souvent, les questions d'éducation, c'est les enseignants qui en débattent et qui décident avec le ministère. Toutes ces décisions sont prises vraiment entre spécialistes et finalement les parents et la société en général, les employeurs, la société au sens large, n'a pas son mot à dire. Donc ça, c'est une question qui doit être mise sur la table de manière démocratique. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Un deuxième point important, c'est bien sûr la formation des enseignants. Comme vous le savez, dans notre pays, les enseignants sont très peu formés, très peu. Il y a même eu quelques années, on a supprimé, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on a même supprimé la formation des maîtres. On disait, du moment qu'ils se voient en maths, ce sera des bons profs de maths. Plus du tout de formation pédagogique. Alors, on est en train de revenir là-dessus, mais de façon assez timide, parce qu'il y a toujours des débats entre oui, mais il suffit d'être excellent et puis ça ira tout seul, la pédagogie, ça paraît un petit peu mesquin, ou des bricolages indignes de ces grands intellectuels que sont censés être les enseignants. Donc, il y a ce débat assez français finalement qui fait beaucoup de tort aux élèves, parce qu'on a parmi les enseignants les moins bien formés au niveau pédagogique de tous les pays riches. J'insiste et je me répète quand même, la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui au niveau par exemple des contenus changer ou alors améliorer? Si vous voulez, il existe des textes qui sont très bien sur les contenus. On a voté en 2005 dans notre pays ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et là, vous avez la liste. La liste du socle commun, c'est relativement structuré par discipline. Donc, on sait qu'il faut que les élèves, quand ils sortent de l'école obligatoire, maîtrisent un texte, etc. Savent exprimer, savent débattre avec les autres, savent analyser une prise de position, y répondre. Tout ça est listé dans les textes. On a de très bons textes là-dessus. En mathématiques aussi, on vous liste les choses. Donc, les grandes lignes, elles sont écrites. Et elles sont très bien. Le problème, c'est que c'est pas appliqué parce que on a une grande ambition pour l'école, tellement grande que finalement on n'y arrive jamais. Et notamment dans les écoles où il y a des difficultés, eh bien ces programmes, ces grands objectifs pédagogiques avec lesquels tout le monde est d'accord pratiquement, eh bien ils ne sont jamais atteints. Donc on a des ambitions, mais on n'a pas d'exigences d'une certaine manière. Et c'est ça aussi qu'on met en avant. Il faudrait être plus réaliste et évaluer bien plus précisément ce que vont savoir les élèves. Mais sinon, les matières, il n'y a pas de révolution dans les matières. On fera toujours de la langue maternelle, on fera toujours des sciences, on fera toujours des mathématiques, des langues étrangères, de l'instruction civique et morale, des sports, de la musique. Enfin, je ne vais pas vous faire une liste de disciplines. Le problème n'est pas tellement là. Tous les grands pays comparables ont la même liste de disciplines. Le problème, c'est bien sûr leur équilibre, le contenu précis, et puis surtout, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Henri Tiki, par exemple, le cas précis des populations originaires d'Afrique subsaharienne, on a l'impression que les parents qui sont arrivés, certains sont diplômés, voire surdiplômés, qui ne retrouvent toujours pas un emploi dans le domaine de compétences, et les fils et filles qui naissent
semblent aujourd'hui être orientés presque tous, ou pour la plupart, dans ce qu'on appelle les bacs pro, ce qui n'est pas un mal. Au final, donc, le fait que le parent qui arrive ne se retrouve pas, parce qu'il a quand même suivi un parcours scolaire, voire même académique assez intéressant, il ne se retrouve pas, fait qu'ils ont du mal à encourager leurs enfants dans cette voie-là. Je pense que la question n'est pas dans l'encouragement des parents. Il faut déjà savoir qu'il y a une grande faute chez les conseillers d'orientation, chez les COP dans les établissements, qui, pour la plupart, orientent ces enfants vers des filières très, entre guillemets, minimalistes. Il faut savoir que 80% d'immigrés sont plus lettrés. 80% d'immigrés ont le bac, ils sont plus lettrés que les Français selon les statistiques. Donc, la question ne se situe pas au niveau des parents d'immigrés de ces enfants. La question se situe au niveau des enfants qui sont orientés dans des filières qui ne sont pas des filières générales, des études, des filières universitaires. La question se situe justement au niveau des COP. L'éducation n'est pas une donnée scientifique. Il faut se poser la question, pourquoi ça marche ici, ça ne marche pas là-bas? Il faut adapter à chaque fois l'enseignement au désir, aux capacités, aux compétences de l'enfant. On ne peut pas imposer aux enfants certaines filières au lieu de les laisser s'épancher et faire leur choix. Je reste vraiment, j'insiste beaucoup sur la question de l'individu, la question de l'enfant pour qui tout ce que nous faisons est destiné. Donc, il faut tout le temps penser à l'orientation individualiste de l'enfant. On ne peut pas faire une étude générale sur un groupe d'enfants. L'éducation n'est pas une donnée scientifique, c'est pas une donnée industrielle. Il faut adapter l'éducation. Et c'est le rôle des conseillers d'orientation psychologues dans les établissements. Marie Ribella, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Tiki Henry? Ça me paraît un petit peu théorique parce que il faut une place pour scolariser un enfant. Donc quand on dit d'accord, celui-là il veut faire ci, il veut faire ça, dans les différentes filières, au moment de l'orientation, on va exiger un certain niveau scolaire. Bien sûr, on pourrait dire mais on peut toujours tout recommencer à zéro si on est motivé. Ça, c'est un peu idéaliste, ça ne se passe jamais comme ça. Et puis, il faut qu'il y ait des débouchés. Parfois, on voit des jeunes qui sont extrêmement irréalistes, c'est-à-dire qu'avec un niveau scolaire très faible, ils vous disent moi, je veux être chirurgien, ou moi, je veux être pilote, etc. Ok, on va s'adapter à ces jeunes, mais comment on fait concrètement? Il ne faut pas quand même trop rêver, c'est-à-dire que les conseillers d'orientation psychologue, d'accord, ils doivent discuter, échanger, prendre en compte l'individualité, la psychologie des jeunes, mais ils ne peuvent pas non plus exclure de leur faire prendre conscience qu'il y a des réalités. Alors, Marie Ribella. Mais là, c'est vouloir tuer effectivement les rêves. En fait, le but de l'éducation, c'est aussi permettre à l'élève de réaliser ses rêves. Oui, et là, j'ai l'impression d'entendre le discours d'un conseiller d'orientation psychologue, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'un enfant a un faible niveau au premier cycle qu'il ne peut pas devenir plus fort et plus conscient et travailler activement à réaliser son rêve au second cycle. Donc, je pense qu'effectivement, il faut permettre à tous les enfants de réaliser leur rêve. C'est pas parce que le niveau est faible. Le niveau est faible pour plusieurs raisons. Il faut regarder tous ces paramètres. Tiki Henry, alors si je comprends bien le discours de Marie Ribella, elle laisse entendre qu'on oriente les élèves en fonction de leur niveau scolaire, non en fonction de la couleur de leur peau. C'est bien cela, Madame Ribella? Oui, c'est que je pense que, alors là c'est assez compliqué cette histoire parce que, je connais bien les histoires d'orientation. Il y a effectivement, je pense, le premier facteur, toujours, c'est le niveau scolaire. Mais toujours. Après, il y a ce que demandent les familles. Alors, il y a sans doute, dans certains contextes, certaines formes de discrimination, mais je pense qu'il y a aussi de la part des jeunes eux-mêmes ce qu'on appelle une auto-sélection, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils ne vont pas forcément demander les mêmes filières, les mêmes voies que des enfants dont les parents sont d'abord peut-être mieux informés des subtilités de l'orientation, c'est assez compliqué l'orientation, et puis qui ont des ambitions plus élevées dans la société française, qui connaissent peut-être mieux. Donc je ne pense pas que l'orientation en elle-même soit fondamentalement dirigée contre les enfants d'immigrés, mais ce qui joue beaucoup, c'est le niveau scolaire. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les enfants qui viennent d'une autre culture, ça se comprend qu'ils aient du mal à rentrer dans un système scolaire quel qu'il soit. Si vous envoyez des petits Français dans des pays très différents du leur, ils vont aussi avoir des difficultés. Donc ça, ce qu'on peut reprocher à l'école française, c'est de ne pas peut-être donner plus de temps à ces enfants pour qu'ils parviennent. Je voulais juste ajouter que les statistiques sont formelles.
80% d'immigrés ont le bac, ils sont plus lettrés que les Français. Donc, c'est pas une question du système scolaire, c'est tout simplement que pour la plupart des immigrés qui ont réussi leurs études en France, ils n'ont pas déjà eux-mêmes des emplois convenants. Donc, les enfants qui naissent n'ont pas de modèle réel. Donc, c'est pas une question d'intégration à un système scolaire. Le système scolaire, les immigrés qui sont en France, croyez-moi, les statistiques, je le répète, ils sont formels. 80% d'immigrés ont au moins le bac et c'est écrit, ils sont plus lettrés que les Français. Oui, mais après, il faut voir aussi les conditions de vie, parce que après, il y a la relation avec l'emploi. Moi, je connais bien cette question au niveau statistique, hein, si on fait si on tient compte dans les enquêtes à la fois du niveau d'instruction des parents et de la situation professionnelle, le fait d'être au chômage, il y a aussi le quartier où on habite, si on tient compte de tous ces facteurs, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y ait une discrimination spécifique, significative envers ces enfants. C'est plus un ensemble de paramètres. Excusez-moi un instant, parce que ce soir, nous avons Madame Marie Duribella, qui est sociologue et qui a quand même fait beaucoup de travaux dans le cadre, effectivement, de ce qui est la lutte contre les inégalités. Elle a écrit des ouvrages sur les inégalités sociales et les inégalités de sexe au sein de l'éducation et de la socialisation. Madame Duribella, j'aimerais comprendre, est-ce que dans la réalité aujourd'hui, on peut reconnaître qu'il y a des inégalités qui sont aussi liées aux origines dans le cadre, en fait, de l'orientation scolaire? Moi, je pense que l'essentiel des inégalités, elle se situe dans le marché du travail. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a vraiment une discrimination dans l'accès au marché du travail, c'est-à-dire même à diplôme comparable, avec le même diplôme, les jeunes d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, ont plus de difficultés à trouver un emploi. Donc, je pense que ça, c'est largement la première cause. Alors après, qu'il y ait des discriminations vraiment spécifiques dans l'orientation, les statistiques ne le montrent pas tellement. Au contraire, on a plutôt d'ailleurs certains groupes, alors pas forcément les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne, mais par exemple les jeunes qui sont d'Afrique du Nord ont plutôt des carrières scolaires plus longues, hein, que les Français qui ont par ailleurs les mêmes caractéristiques. Hein. Alors il y a sans doute certains groupes venant d'Afrique subsaharienne, pour des raisons qu'il faudrait explorer de façon plus qualitative, qui peuvent subir des discriminations. Mais on ne peut pas dire, en général, les immigrés sont discriminés. Ça, c'est faux de le dire de cette manière. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas le dire de manière générale, mais il faut quand même faire le constat d'une réalité existante et qui pourrait être un handicap majeur à l'évolution des fils d'immigrés, parce qu'eux, ils n'ont pas de modèle par rapport à leurs parents qui sont diplômés, mais qui ne sont pas intégrés dans le système professionnel. Oui, ça peut jouer effectivement sur les ambitions de ces enfants, sur leur motivation à se battre, puisque je dis, même si je fais des études longues, eh bien, je ne trouverai pas forcément un emploi qui correspond. C'est pour ça que je pense que la priorité, c'est vraiment lutter contre les discriminations à l'entrée sur le marché du travail. C'est un point très important. Il est clair qu'effectivement, il n'est pas possible aujourd'hui de pouvoir faire un distinguo entre ceux des jeunes qui effectivement veulent faire de longues études et ceux qui s'arrêtent parce qu'effectivement, soit ils ont été mal orientés ou alors il n'y a pas de moyens. Mais la question sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister, c'est celle de savoir s'il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir, on va dire, refonder même, voire réformer le contenu des enseignements et si cela pourrait permettre aux jeunes de pouvoir poursuivre encore les études. Moi, je pense, je l'ai déjà dit d'une certaine manière, mais vous aussi, vous revenez sur cette question. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de contenu des enseignants, fondamentalement. C'est plutôt, si au niveau, il est normal qu'au niveau du pays, on ait des programmes qui ont été définis. Le problème, c'est de permettre, et c'est normal, chaque pays se donne d'un système éducatif, se donne d'un certain modèle, du jeune qui veut former. On a des progrès à faire là-dessus, mais ça, c'est normal. Le problème, c'est d'aider plus ceux qui ont plus de difficultés ou qui ont besoin de plus de temps. De ce point de vue-là, le système français est assez rigide. On redouble moins, mais enfin, on le fait encore beaucoup, c'est-à-dire on ne suit pas, hop, on redouble. Alors qu'on sait que c'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on manque d'instruments plus individualisés pour permettre à ceux qui sont en difficulté d'arriver à maîtriser ces contenus. Je ne pense pas que le problème, il est vraiment dans les contenus, il est plus dans la pédagogie, dans la souplesse, dans le temps qu'on donne à certains jeunes, dans le fait aussi de leur donner des secondes chances s'ils ont raté leur scolarité au départ. Il y a des jeunes qui, à 14-15 ans, rejettent l'école. Finalement, on leur permettrait quelques années après de revenir à l'école,
Hein. Ils auraient mûri, ils auraient peut-être compris mieux l'utilité de ce qu'ils y apprennent. Et donc ça, on manque aussi beaucoup de seconde chance, d'établissements de seconde chance. Ça, c'est aussi une caractéristique du système français. Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Pendant que Madame Durubela était en train de nous éclairer sur le système, une auditrice nous a rejoint, s'appelle Jeanne Ndia. Bonsoir. Ndaye, bonsoir. Bonsoir. Bien, vous voulez poser une question à Madame Durubela? Non, je voulais juste apporter ma contribution au débat parce que je suis assez d'accord avec ce que Madame Durubela dit depuis tout à l'heure. J'écoute. C'est-à-dire je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, à savoir au niveau des inégalités sociales par rapport à l'échec scolaire. Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'il est évident qu'il existe justement des inégalités sociales entre les élèves qui sont scolarisés, aujourd'hui. Donc, et la plupart, c'est les enfants d'immigrés. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que moi, étant moi-même enfant d'immigrés, il y a un problème, c'est que nos parents sont prolétaires. Donc, à savoir, ils vivent de leur salaire. Donc, aujourd'hui, l'école a un coût. Donc, pour un parent, déjà, un parent qui est censé être là pour éduquer son enfant à réussir, cela s'avère être une tâche compliquée et difficile pour la simple et bonne raison que lui-même a d'autres problèmes assez existentiels à résoudre. Donc, il n'arrive pas à éduquer son enfant à réussir. Donc, forcément, l'enfant, lui, n'a qu'une envie, c'est de quitter ce système scolaire pour aider ses parents. Il pense aider ses parents, du moins. Il préfère l'aider avec de l'argent plutôt qu'avec un bac ou une licence. Donc, tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'orientation. L'orientation, c'est par rapport à la scolarité de l'enfant. C'est pas par rapport, je pense pas que ce soit une histoire de discrimination, etc., etc. C'est plutôt par rapport à ce que l'élève va fournir. Un enfant d'immigré se doit toujours d'exceller dans les domaines qu'il va toucher, à savoir fournir 2 fois plus de travail que les autres. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, on est découragés, mais découragés par rapport à quoi? Par rapport à notre niveau de vie sociale. Donc, c'est ce niveau de vie-là qui va nous faire quitter le système scolaire parce que on va arriver à l'école, forcément, on a d'autres problèmes en tête, Madame, on n'a pas d'argent. Madame, à quel niveau vous trouvez aujourd'hui? Je suis en licence de droit, je suis en 3e année. Donc, vous n'êtes pas en échec scolaire? Non. Alors, quand vous dites que l'enfant de l'immigré a besoin de résoudre, ou plutôt a besoin de toucher assez tôt à l'argent pour résoudre les problèmes existentiels, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma-là? Bah oui, puisque moi-même, j'ai fui l'échec scolaire. Je l'ai fui. À savoir, c'était pas évident pour mes parents, étant famille nombreuse, de pouvoir payer la scolarité de chacun. Il faut savoir que quand on entre à la fac, on le dit pas souvent, mais c'est 500 € quand même l'inscription à la fac. Moi qui suis en fac de droit, pour chaque matière, il faut un code. Ce code-là, il est quand même à 100 €. Il faut avoir les moyens. Donc, il faut avoir les moyens de poursuivre ses études déjà. Donc, les filières professionnelles, elles sont, je dirais pas là pour minimiser les élèves, mais au contraire pour les aider justement à vite travailler, à rentrer dans le monde professionnel plus rapidement. Et c'est ce dont certains enfants d'immigrés ont besoin, malheureusement. Alors, Jeanne Diaye, j'aimerais comprendre, quand vous dites que vous avez fui l'échec scolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par ma simple volonté que j'ai pu m'en sortir, parce que évidemment, ça joue aussi. C'est pas seulement les parents qui doivent éduquer leur enfant à réussir, c'est aussi au bon vouloir de chacun. À savoir, l'élève aussi doit être lui aussi motivé pour vouloir changer sa vie et savoir que justement si ses parents n'ont pas eu la chance de réussir, que lui il a cette chance-là. Ici on est en France, il y a des aides, il y a pas mal de choses qui peuvent nous permettre aussi de réussir. Et donc moi, quand j'étais petite, mon père me répétait souvent que l'école, c'est la clé de la vie, etc., etc. Moi, en grandissant, je peux le contrer aujourd'hui et vous dire que la clé de la vie, c'est la volonté. Là, je me tourne vers Tiki Henry. Vous, en tant que psychologue clinicien, quand vous entendez ce témoignage, quelle est votre réaction? Je pense que c'est un témoignage qui est tout à fait... il reflète exactement notre combat, parce qu'effectivement, sauf que j'ai envie de dire à votre auditrice que... Jeanne Diaye, oui. Oui, c'est vrai que les COP fournissent les orientations en fonction des résultats que l'élève y donne. Seulement si on donne les moyens à cet élève
Pourquoi ne pas donner les moyens à cet élève pour pouvoir réaliser son rêve? J'insiste là-dessus. Parce que l'élève a fait un choix, mais il n'est pas en train de donner les résultats qui correspondent au choix. Effectivement, il faut pouvoir lui permettre de réaliser son rêve. Il faut lui donner les moyens qu'elle n'a pas pu avoir. Parce qu'en donnant les moyens, on réveille la volonté. Je reste vraiment en l'individu. En donnant les moyens, on réveille la volonté, on réveille l'énergie. Mais s'il n'y a pas de moyens, effectivement, s'il n'y a pas de modèle, s'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas de cadrage, s'il n'y a pas de soutien, forcément, les élèves, ces enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pas donc qu'une question de finance, c'est aussi une question d'encadrement, de moyens et de soutien. Tant qu'ils ne sont pas soutenus par les COP, tant qu'ils sont tout le temps orientés dans ces filières basiques, forcément, ils vont s'y accrocher parce que les parents n'ayant pas de moyens, eux, ils vont faire des formations, des filières rapides et ils vont gagner de l'argent alors que l'État peut permettre à ces jeunes d'aller plus loin. Mais Tikari, à l'écoute du témoignage de mademoiselle Jeanne Diaye, on a le sentiment que c'est pas que l'État, mais il y a aussi, une bonne volonté de la part de ces étudiants, même si elle insiste en disant que, voilà, le fils du migrant, de l'immigré a besoin de faire un peu plus, c'est-à-dire qu'il doit exceller, mais soulignons que les élèves, eux aussi, ont une bonne part de travail à fournir quand même. Oui. Une chose est sûre, les échecs, les blocages se limitent à plusieurs niveaux. Au niveau de l'État, au niveau des parents, au niveau du corps professionnel et aussi au niveau de l'élève. Forcément, moi, je ne vais pas jeter l'anathème seulement sur un corps de métier ou sur une partie, mais je dis c'est tout un ensemble. Mais je dis le témoignage qu'elle donne montre la volonté qu'elle a eue elle-même de réussir dans son parcours, malgré les difficultés qu'elle est en train d'évoquer. Combien de personnes auraient cette volonté? C'est ça la question. Tous les autres enfants n'auront pas cette volonté. Ils se décourageraient très vite du fait de n'avoir pas les moyens. Moi, je dis, j'insiste, donnons-leur les moyens à tous les niveaux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient moraux, qu'ils soient... Il ne faut pas que les COP bloquent ces enfants. Marie Rubella, est-ce que vous reconnaissez l'école de la République dans ce que dit cette jeune personne, cette jeune demoiselle? Je ne sais pas très bien ce que veut dire l'école de la République. Disons que l'école de la République, en théorie, ça devrait permettre à tous les gens qui sont chez nous, qu'ils soient français ou qu'ils arrivent d'ailleurs, c'est l'idée d'égalité des chances, que tout le monde ait la même chance. Or, ce que nous dit cette dame, c'est effectivement ce que je soulignais un petit peu, c'est que tout dépend des conditions de vie des familles. Dès lors qu'il y a vraiment des inégalités très fortes dans les moyens des familles, dans les conditions de vie même au quotidien. Un enfant qui voit jamais ses parents parce que la mère, par exemple, fait des ménages à 2h du matin, le père travaille tard et tout, comment voulez-vous qu'il s'accroche à ses études? Il n'est pas encadré, justement, comme dit le psychologue. Donc les conditions de vie sont la clé de tout. Donc il faudrait déjà que la République existe dans la vie quotidienne des habitants, si on peut dire, avant qu'on puisse véritablement avoir une école de la République. Je pense qu'il ne faut pas faire porter tous les mots sur l'école elle-même. Je n'ai pas d'intérêt particulier à défendre, mais je pense qu'on charge trop la barque de l'école. L'école, ça serait bien plus facile, ça se passerait bien mieux si les conditions de vie des gens étaient plus acceptables. Jeanne Diaye, êtes-vous avec nous? Oui. Pour parler de votre cas, le but n'est pas forcément de faire l'autopsie de votre famille, mais vous dites que vous êtes une famille nombreuse. Est-ce que vous êtes la seule aujourd'hui à avoir poursuivi dans les études comme on l'entend? Non, je suis pas la seule, mais les autres ont arrêté à Bac+2, donc ça suffisait pour ce qu'elles voulaient faire. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faut pas charger aussi les écoles, parce que c'est vrai qu'on est quand même bien encadré. Moi, je pense que le travail, il faut le faire d'abord sur soi-même. Psychologique, c'est un travail qu'on doit d'abord faire sur soi. C'est la volonté qu'on doit d'abord avoir soi-même, la volonté de vouloir s'en sortir, la volonté de voir justement que nos parents vivent dans des situations précaires et que nous, justement, en tant qu'enfants d'immigrés, nous ne voulons pas reproduire ce schéma-là. En France, on a quand même pas mal d'aides. Donc, je pense que l'encadrement, ça doit se jouer plus au niveau des parents, je pense, et au niveau de soi-même. On devrait déjà s'auto-encadrer, si je puis dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Le temps qui nous est parti tire inexorablement vers la fin. Madame Marie Rubella, qu'est-ce que vous pourrez donc donner ce soir à ceux qui nous écoutent pour qu'effectivement l'année scolaire qui commence au mois de septembre, fin de l'année, qui puisse avoir des résultats probants? Disons je crois qu'il faut
ne pas hésiter à parler de ces difficultés. Il ne faut pas se dire « Oh, parce que soit je suis étranger, soit dans ma famille ils ne font pas beaucoup d'études, soit je ne suis pas moi-même très instruite, ben je laisse tomber, mon enfant va avoir des difficultés comme les autres. » Il faut se bagarrer. Tous les enfants doivent pouvoir réussir. Il n'y a pas d'enfants plus bêtes que d'autres. Il faut en parler dès les premiers niveaux. Il ne faut surtout pas attendre que l'enfant rentre au collège, par exemple, pour se manifester auprès des enseignants. C'est dès les premiers mois, quand il rentre soit en maternelle, soit même à l'école primaire, au cours préparatoire, qu'il faut vraiment être vigilant. Je crois que les parents, on sait qu'ils peuvent être fatigués, qu'ils peuvent avoir des conditions de vie difficiles, mais s'ils veulent bien lancer dans la vie leur enfant, il faut que dès l'école primaire, en particulier dès l'année du CP, ils fassent vraiment l'effort d'être très très vigilants. Là, ils peuvent les aider, leurs enfants, vraiment très fort. Bien plus que quand ils auront 15 ans et qu'ils seront en difficulté, parce que les difficultés vont s'accumuler. C'est vraiment quand l'enfant est petit qu'il faut essayer, je dis bien essayer, c'est facile à dire, de réagir le plus vite possible. Tiki Henry. On a beau épiloguer, on a beau plancher sur ci ou ça, je pense qu'il y a un élément important qu'il faut noter. Lequel? Et je vais conclure là-dessus. Il faut que l'État donne les moyens à tout le monde. Il faut faire sauter les verrous de l'a priori. Parce que dès qu'à la base, l'État donne les moyens, ouvre les verrous, on va permettre déjà d'intégrer les parents parce que Madame Bella a parlé des femmes qui font les ménages à 2 heures du matin, mais il faut savoir qu'elles sont diplômées, elles font des ménages, mais elles sont diplômées. Donc il faut déjà qu'on permette à ces personnes-là d'intégrer le monde professionnel et que le travail soit une valeur individuelle et psychique pour eux et qu'il soit par retour le modèle pour leurs enfants. Et donc, c'est à l'État de permettre de casser ces inégalités pour que cela arrive jusqu'à la jeunesse républicaine, pour que tout le monde puisse avoir les mêmes moyens, les mêmes chances devant les codes de la République. Tikori, je vous écoute, je vous entends, mais quand vous parlez de moyens, là il est clair quand même qu'il y a un travail très important qui doit être fait du côté des familles et des enfants eux-mêmes aussi. C'est-à-dire en fait qu'on peut donner tous les moyens qu'il faut, mais si l'enfant ou si la famille ne joue pas le jeu, ça va être très difficile quand même. Oui, mais vous savez, dans certains systèmes, dans certains pays, l'éducation elle est gratuite jusqu'à un certain niveau. Il y a des crédits qu'on alloue. Votre auditrice parlait tout à l'heure de l'université de ses frères, de ses frangins, qui se sont arrêtés à Bac plus 2. Pourquoi ils ne sont pas allés plus loin? Elle a donné le coût de l'inscription à l'université. Ses parents n'ont pas les moyens de payer. Les codes qu'il faut payer, qui va payer? Autant de choses. Pourtant, si ses parents, qui sont, je ne sais pas, peut-être diplômés, avaient trouvé un emploi décent qui est bien rémunéré, ils auraient pu avoir les moyens ou peut-être même prendre des crédits bancaires pour s'occuper de leur scolarité. Vous voyez que c'est un cercle quand même, c'est quand même un processus, c'est une chaîne. Vous voyez, quand la chaîne est coupée, quand les maillons sont coupés, le reste n'est pas innervé. C'est quand même assez simple, c'est quand même assez visible. Mesdames, Messieurs, notre magazine arrive à son terme. Merci beaucoup à Marie Juribella de votre contribution. On espère, merci pour votre disponibilité. Je dois reconnaître quand même que vous avez été assez ouverte pour contribuer à notre débat. On espère qu'on aura la possibilité de vous avoir de nouveau une autre fois pour nous éclairer sur ces questions qui concernent l'éducation et l'échec scolaire et bien d'autres encore. Au revoir. Tikari, merci. Vous êtes notre consultant. On espère également que vous serez là pour d'autres questions, nous éclairer. On revient la semaine prochaine précisément sur ce thème. On abordera cette question sous un autre angle. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Amis auditeurs, notre magazine arrive donc à son terme. On vous retrouve donc mardi prochain pour donc vous servir ce soir. À la technique, à la réalisation de ce magazine, c'est Cernan Nessi Bouloukwe qui nous a servi. Et dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris pour mardi prochain à la même heure. Au revoir. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel. Take me by the end, show me the way I can go. Take me by the end, show me the way.